charmant prince, 7 ans je t'ai attendu, 7 ans je t'ai désiré. Mais maintenant que tu es enfin là, je te préfère dans mes rêves. Ce texte était gravé sur la porte des toilettes des femmes, fréquemment visitée par les étudiants en psychologie de l'université de Groningue. Il résume en quelques mots comment nous pouvons être ballottés entre l'amour et le romantisme, entre l'attente et la réalité. Contrairement aux troubadours, il y a plusieurs siècles, qui aimaient une femme inaccessible afin de se développer intérieurement et de s'élever vers des formes d'amour supérieures, ils croient. Dans notre monde occidental, nous croyons généralement qu'une relation amoureuse doit avant tout nous rendre heureux. L'hypothèse selon laquelle il est au pouvoir de l'être aimé de nous rendre malheureux ou heureux est étroitement liée à cela, et qu'il ou elle peut en être tenu pour responsable. Et cette attente est précisément le nœud du problème. Parce que, comme nous le savons tous, les attentes élevées sont source de déception. Nos idées sur l'amour et le bonheur ne nous facilitent donc pas vraiment la vie. Ces attentes élevées ont sans aucun doute à voir avec la grande mesure dans laquelle nous idéalisons les relations. Nous ne faisons pas cela uniquement avec les relations amoureuses, les amitiés subissent également le même sort aujourd'hui. Il y a un demi-siècle, on parlait encore de connaissances, qui étaient censées rester à une distance raisonnable, mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus imaginer une vie sans bons amis. À certains égards, nous trouvons même plus important d'avoir des amis que d'avoir un partenaire. Ils sont considérés comme une base sociale fiable. À certains égards, nous trouvons même plus important d'avoir des amis que d'avoir un partenaire. Oh, les amis sont pour la vie, les maris vont et viennent. Dans le monde occidental, nous pensons généralement qu'une relation amoureuse doit avant tout nous rendre heureux. Au cours d'une recherche que j'ai menée au Canada, une des femmes que j'ai interviewées l'a exprimé ainsi. « Oh, les amis sont pour la vie, les maris vont et viennent. » Demandez aux gens ce qu'ils entendent par amitié et par être amoureux, et vous entendrez des termes complètement différents pour décrire ces affections. L'amour flotte quelque part entre les deux. Une sélection des réponses. Confiance, être là l'un pour l'autre, être sur la même longueur d'onde, pouvoir parler de tout, amusement, rire, sociabilité, faire des choses ensemble. C'est ainsi que l'amitié est décrite. Vous devriez pouvoir passer chez vos amis jour et nuit avec vos problèmes, est un slogan fréquemment entendu. Quand il s'agit d'être amoureux, on entend des expressions telles que ne pas pouvoir penser à quoi que ce soit ni à personne d'autre, vouloir toujours être près de l'autre personne, avoir l'impression d'être sur un petit nuage, avoir l'estomac retourné, être sans dessus-dessous, aimer tout chez l'autre personne. Tu veux attirer l'attention de la personne, mais en même temps non, car alors ce sera remarqué. Tu veux vraiment parler et savoir comment est l'autre personne, mais tu n'oses pas l'embrasser avant d'être vraiment ivre, a répondu une jeune femme. La question reste de savoir d'où vient l'amour, réel ou romantique. D'où viennent les sentiments amoureux? À quoi servent-ils? Comment le coup de foudre est-il possible? Pour commencer par la dernière question, il y a des gens qui croient que le coup de foudre n'existe pas. Pourtant, nombreux sont ceux qui ont vécu un tel amour. L'amour est basé sur une raison inconsciente beaucoup plus profonde que ce que nous pouvons comprendre avec notre esprit conscient. Notre intuition sait d'un seul coup ce qui est bon pour nous. Nous n'avons pas besoin d'un processus de réflexion pour cela, seulement d'une attitude ouverte. Cependant, cet inconscient profond n'a pas pour but de nous amener dans un état de béatitude permanent. Le but est plutôt d'accroître notre connaissance de soi, et donc notre conscience de l'amour. Nous avons tous certains points sensibles, des blocages intérieurs qui font obstacle à l'amour. Nous sommes donc attirés par celui qui sait toucher ces points sensibles. En fait, nous sommes attirés par les qualités de l'autre que nous voulons développer intérieurement nous-mêmes. Ce que nous avons également en commun est un bonus. Les hormones, la forte attirance, les papillons et parfois aussi les pierres dans l'estomac font le reste. Ils s'assurent que nous ne partons pas immédiatement au premier sentiment de déplaisir ou d'incertitude. Parfois, cependant, ces sentiments d'insatisfaction ou d'insécurité sont si grands qu'ils prennent le dessus. Un dicton courant est « Je tombe toujours amoureux des mauvaises personnes ». Voici, en résumé, l'idée fausse à laquelle on s'accroche dans notre culture. Si l'amour fait mal, ce ne serait pas bon. Joseph Campbell réfute ce point de vue en déclarant que la douleur amoureuse fait partie de la vie. Ce qui vous blesse, ce qui vous touche, vous rend plus fort.
En recherchant cette douleur se trouve votre envie d'évoluer, votre effort pour devenir une meilleure personne. Ces soi-disant mauvaises personnes récurrentes vous aident donc dans votre développement personnel. Il y a apparemment quelque chose qui veut se révéler dans votre conscience et il touche cela. De ce point de vue, nous pouvons dire qu'être amoureux et les relations amoureuses sont des terrains d'entraînement, sur lesquels nous pouvons jouer pour nous rapprocher de cet amour inconditionnel. Un autre dicton courant est que les gens recherchent cet amour, mais ne rencontrent pas le véritable. Comme si l'amour devait venir à nous. Vous l'êtes vous-même. L'amour est partout. Votre tâche n'est pas de chercher l'amour, mais de chercher en vous-même toutes les barrières que vous avez construites contre lui. L'amour attend un accueil, pas un certain temps. Lisons-nous dans Un cours en miracle. Si vous le voyez de cette façon, l'amour secret, l'amour que vous ressentez pour un autre, qui n'est pas dit et auquel on ne répond pas ouvertement, peut signifier beaucoup de bien pour votre croissance intérieure. Après tout, vous ressentez cet amour, il est inextricablement lié à vous. Le chagrin d'amour, résultant d'attentes non satisfaites, peut également vous apprendre des choses précieuses sur vous-même. Ce qu'une telle expérience signifie pour vous de manière positive, vous ne pouvez le décrire que plus tard, bien plus tard. Pendant le chagrin d'amour, vous êtes renvoyé à vous-même. L'unité que vous avez tant recherchée et brisée, a échoué, n'est pas devenue réalité. Alors vous pouvez vous mettre en colère ou développer un sentiment d'infériorité. Mais vous pouvez aussi regarder plus profondément. Qui suis-je vraiment? De nombreuses personnes ont constaté que vous en sortez finalement plus fort. En étant assis devant la télévision, j'ai entendu un jour ces sages paroles. Si quelqu'un vous donne un coup de poignard mortel en plein cœur et que vous n'en mourrez pas, vous grandissez. De notre culture occidentale, de nombreux jugements nous attendent, qui n'ont rien à voir avec cette croissance intérieure. Ces jugements ressortent des questions qui sont souvent posées. Est-il possible de tomber amoureux ou d'avoir une relation amoureuse avec une grande différence d'âge? Est-ce possible à un âge avancé? Est-ce possible avec des origines culturelles très différentes? Oui, bien sûr, parce que ça arrive. Nos valeurs donnent à de nombreux amours une étiquette, comme amour de jeunesse pour les jeunes adolescents, ou comportement immature pour tomber amoureux chez les personnes âgées. Ces étiquettes changent avec le temps, mais les questions qui se cachent derrière sont généralement les mêmes. Est-ce que cela vous rend heureux? Est-ce que ça durera toute une vie? Qu'est-ce que cela signifie quand les enfants arrivent? La dernière question mérite certainement une attention particulière, mais personne ne peut garantir que cela vous rendra heureux. Il n'y a aucune garantie avec l'amour. Lisez simplement le beau poème sur l'amour dans le livre Le Prophète de Khalil Gibran. Pourtant, ces valeurs et normes culturelles se concentrent souvent sur les garanties, par exemple en adhérant fortement à la fidélité dans une relation. La fidélité est une valeur de tous les temps. Mais ce que l'on entend par fidélité peut varier considérablement. La fidélité dans les relations a d'abord été fortement liée au rapport sexuel. Pour assurer la sécurité dans une relation, flirter et tomber amoureux de quelqu'un d'autre était hors de question. Jusque dans les années 1900, une majorité de la population était de cet avis strict. Beaucoup de gens, en particulier les jeunes, croient encore que la fidélité sexuelle est une condition préalable à une bonne relation. Lorsqu'on leur pose la question, il s'avère que la limite pour les jeunes hautement qualifiés est actuellement d'embrasser, ce qui n'est absolument pas autorisé. Mais cela arrive, et ces jeunes se vautrent donc souvent dans l'hypocrisie et les sentiments de culpabilité. Le concept de fidélité se voit progressivement donner un nouveau sens. De plus en plus, la fidélité dans une relation est perçue comme le fait de rester fidèle à son propre développement et à la croissance des deux parties.